Salut les sportifs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. Je vous retrouve ainsi que mon compère Hermano qui m'accompagne dans cet épisode qu'on va enregistrer tous les deux et dans lequel on va vous parler de métriques d'entraînement. Mais avant tout ça, Hermano, bienvenue dans le podcast. Merci Greg, merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis à chaque fois très heureux de discuter avec toi et éventuellement avec des invités. Donc ce soir, on est en amoureux, on est que tous les deux. On reprend nos habitudes de head to head. Ouais, c'est ça. Mais on reprend nos habitudes, certes, mais par contre, de ton côté, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis notre dernier enregistrement tous les deux. Et notamment ta vie de famille a un tout petit peu évolué et puis tes projets sportifs aussi. Alors est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de ça avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode ? Écoute, avec plaisir. Sur la partie vie de famille, effectivement, après avoir fait pas mal de triathlon et d'avoir 3 enfants, le 4e a pointé le bout de son nez le 4 août à 19h10. Alors je vous passe tous les détails, mais en tout cas, maman a été une grande guerrière, une grande championne. En 10 minutes, bébé était là, pour les connaisseurs, par voix basse, sans péridurale, donc sans anesthésie, voilà, à la dure, à la barbare, mais bébé se porte très bien. Il a maintenant 15 jours et je suis très heureux. Eh bien, écoute, toutes mes félicitations et puis probablement aussi toutes les félicitations de nos auditeurs. Merci à toutes et à tous. Et puis, sur la partie sportive, comme tu l'as dit, j'ai décidé de changer un peu d'axe. Je suis un triathlète depuis... non, je ne vais pas dire le nombre d'années parce que ça va pas me rajeunir et puis j'ai pas envie de compter. Depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 40. Donc voilà, le calcul est vite fait. Ça fait 24 ans que je pratique plus ou moins le triathlon avec quelques périodes de pause. Mais pour retrouver ça, je vous invite à réécouter notre premier épisode où on s'est livré, toi et moi, Greg, et on a un petit peu raconté tous nos périples et toute notre histoire sportive. Bref, j'ai décidé d'arrêter le triathlon parce que j'ai promis à mon épouse d'arrêter le vélo. Trop dangereux pour moi, à part faire avec des petites roulettes. Je finis par avoir des accidents qui sont pas forcément très graves, mais en tout cas qui impactent un petit peu le moral de mon épouse et de mes proches. Donc du coup, je leur ai promis de ne plus remonter sur un vélo. Et puis je t'avoue que remonter sur le home trainer, si je vais plus rouler, ça va pas me motiver non plus. Donc du coup, je vais plutôt m'orienter vers 2 choses. Le swimrun, parce que c'est un sport qui me titille depuis quelques temps. Avant, j'aimais bien l'aquathlon. Alors l'aquathlon, c'est quand même une version beaucoup plus sprint, beaucoup plus violente du swimrun. Bon, j'ai passé la barre des 40 ans cette année, donc je vais plutôt éviter les exercices explosifs. Et donc le swimrun me plaît bien. Voilà, donc... partir sur le swimrun, plutôt sur des versions un peu plus longues. Le seul souci, c'est que pour le swimrun, il faut se trouver un compatriote, un collègue, un 2 de couple, comme on dirait en aviron. Donc il va falloir que je me mette en quête de cela, mais je crois que du côté suisse, il y a pas mal de sportifs qui se posent aussi des questions sur leur avenir sportif. Et puis, deuxième chose, comme je te le disais un peu en off, j'aimerais aussi titiller le trail. Alors dans un premier temps, le trail plus ou moins long, disons jusqu'à 50, 60, 75 km, et puis après passer sur des vraies grosses distances d'ultra trail et on en parlait en off, on a quelques noms de courses qui nous font bien envie, donc peut-être que dans les prochaines années, je me retrouverai sur certaines de ces courses mythiques à mon petit niveau d'amateur, bien entendu. Oui, on reste humble devant des distances pareilles. C'est vrai qu'il y a quelques noms de compétitions qui ont été évoqués, notamment dans l'épisode dans lequel on parlait de multiple Ironman, avec Mathieu. aka Herminator. C'est ça. Et, on a parlé avec lui de quelques courses mythiques et notamment des noms de courses de trail qui effectivement me font du pied depuis quelques années, à moi aussi. Et donc du coup, pourquoi pas nous retrouver, non pas dans le contexte d'un podcast, mais dans le contexte d'une compétition de trail d'ici quelques années. Je ne vais pas, moi, m'écarter trop longtemps de la discipline du triple effort, mais effectivement, le trail m'attire de plus en plus et pourquoi pas me confronter aussi à ce type de distance. En tout cas, c'est très intéressant et très réjouissant de t'entendre parler de nouveaux objectifs sportifs, Hermano. Depuis qu'on a commencé à enregistrer les épisodes du podcast de la première saison, il t'est arrivé quand même misère sur misère dans tes objectifs. Donc là, je te souhaite vraiment de trouver le bon binôme pour faire tes expériences de swimrun et puis surtout de bien t'éclater là-dedans.
Merci. Juste une petite remarque, je m'inscris quand même en faux, cher ami. Oui, il y aura très certainement du podcast aussi si on se lance individuellement ou ensemble sur des courses telles de l'Ultra Trail. Ah bah évidemment qu'il y aura du podcast là autour, mais on va pas enregistrer des épisodes de podcast pendant qu'on attaque la 5e ascension de la course en question, quoi. C'est vrai. Quoique cette semaine, Bertrand Soulier a enregistré un de ses épisodes de Kilomètre 42 en courant, et je trouve que c'est un exercice qui peut être assez sympa, notamment pour travailler l'endurance fondamentale, parce qu'à partir du moment où tu n'arrives plus à parler dans le micro, c'est qu'il va falloir que tu ralentisses le rythme. Et ça peut être pas mal ça pour travailler la vitesse sur de l'ultra trail justement. Oui, ouais, effectivement, c'est un exercice intéressant. Mais après, pour l'auditeur, je suis pas sûr que ce soit super confortable d'écouter 40 minutes d'un mec qui est à la limite de l'épuisement respiratoire. Et puis, enfin, voilà. L'expérience pour le coureur podcasteur est peut-être intéressante. Pour l'auditeur, c'est peut-être un tout petit peu plus pénible. Bon, écoute, je crois qu'on s'écarte de notre sujet. C'est vrai. Aujourd'hui, tu nous as dit que tu voulais parler de données de nos montres, mais encore une fois, on n'arrête pas d'en parler dans ce podcast. Bah non, parce qu'il y a des choses à dire sur ces données. Et en fait, c'est ce que je te disais en préparant l'enregistrement de cet épisode. J'ai fait pas mal de recherches au niveau des données ces derniers temps, parce que j'ai été amené à tester différentes technologies, et notamment une petite série d'articles et de vidéos sur la puissance en course à pied récemment que j'ai publié sur le site. Et puis également d'autres métriques. Je me suis intéressé notamment à la métrique de Zvolf pour la natation. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, on pourra l'évoquer un tout petit peu plus tard dans cet épisode. Et ça ne me parle pas forcément, mais par contre j'aimerais bien que tu nous donnes les définitions de cet acronyme Zvolf, imprononçable sauf pour les Suisses où justement vous jouez beaucoup avec les langues germaniques. Et ben pourtant c'est issu de l'anglais, le Zvolf. C'est la contraction de swim et golf. Ah oui, d'accord. Bah, c'est voilà. Plutôt simple. Donc un scoring de golf pour la natation. En fait, c'est une métrique relativement simple de performance et d'efficacité en natation, puisque le Zvolf, c'est tout simplement le nombre de mouvements que tu vas faire sur une longueur de bassin en natation, et puis à laquelle tu additionnes le nombre de secondes qu'il te faut pour faire cette longueur. Donc dans un bassin de 50 mètres, admettons qu'il te faut 40 secondes et 40 mouvements de bras pour arriver à l'autre bout de ton bassin de 50 mètres, bien ton Zvolf sera de 80, voilà. Et plus tu baisses ton score Zvolf, plus tu es efficace. Et donc, c'est de là que vient l'acronyme GOLF, puisque le score au golf, plus il est bas, meilleur il est. Et donc, du coup, Zvolf pour swim golf pour cette métrique. Oh, finalement, c'est intéressant. Ça veut dire que je fais du Zvolf quasiment à chaque fois que je nage, parce que je suis un grand malade. Je ne peux pas faire autre chose que de compter mes mouvements. Et tout ça couplé à un petit contrôle de la montre pour savoir combien de temps tu nages au 50. Bah, finalement, je calcule mon Zvolf tous les jours. Bah voilà, à chaque fois que tu nages, tu peux calculer ton Zvolf. Alors maintenant, il y a des équipements comme des montres de tracking en natation, des montres multisports qui vont le calculer pour toi. Mais tu peux tout à fait, comme tu l'as dit, compter le nombre de mouvements que tu vas faire pour une longueur donnée. Et puis regarder le temps en secondes que tu fais. Et puis en faisant simplement une addition, tu obtiendras ton score Zvolf. Et pour continuer la description de la thématique de cet épisode en prenant cet exemple du Zvolf, je me suis rendu compte que les plateformes qui sont fournies par les fabricants de montres, qu'on parle de Garmin Connect, qu'on parle de Polarflow, qu'on parle de l'application Suunto ou d'autres, eh bien, fournissent ces indications pour une séance de natation en particulier, par exemple, parce que la montre le calcule, mais qu'on a peu de moyens de faire un suivi à long terme de ces données. Et puis, si je veux savoir sur les 6 derniers mois comment je me suis amélioré en natation au travers de mon Zvolf, eh bien, dans ces plateformes, on se rend compte que c'est très compliqué. Tu veux dire que à la manière d'un Garmin Connect par exemple, puisque c'est la marque de montre que j'utilise actuellement, si je veux traquer mon sommeil, si je veux traquer mon nombre de pas, il me suffit d'ouvrir mon application et puis j'ai un graphique avec l'évolution des 7 derniers jours, 15 derniers jours, du dernier mois, de la dernière année. Pour des métriques type le Zvolf, on n'aura pas ce graphique, on n'aura pas cette évolution. Non, effectivement, tu peux suivre ton nombre de pas sur un mois, un an, tu peux suivre la qualité de ton sommeil, avoir des moyennes là-dessus,
Et ça, tu peux l'avoir dans des rapports qui sont relativement faciles à obtenir sur la plateforme ou alors dans ton application mobile. Et puis Garmin, pour la métrique de la performance sur le long terme, eh bien, se base sur ces algorithmes dont on a déjà tellement parlé dans le podcast, qui sont l'estimation de la VO2 max avec les algorithmes de Firstbeat, l'estimation du seuil lactique pour la course à pied. Et ça, tu vas avoir évidemment des graphiques qui vont te le donner à travers le temps. Mais pour moi, c'est pas forcément les données à suivre les plus intéressantes sur le long terme, parce que, par exemple, en course à pied, c'est bien d'avoir une estimation de sa VO2 max, c'est mieux d'avoir une mesure de sa VO2 max qu'on fait en labo, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est tout aussi intéressant de pouvoir faire une analyse sur le long terme de ma cadence de course à pied, par exemple. Parce que pour moi, ça va être un indicateur d'amélioration de ma biomécanique. Tout comme mon oscillation verticale, par exemple, si je la mesure avec un outil qui est adapté à ça, parce que ça, c'est des métriques qui vont être des indicateurs assez directs de l'efficacité de course. La longueur des pas, et puis évidemment la puissance. On a déjà aussi parlé de la puissance en course à pied. Ça va être des indicateurs très intéressants pour faire un suivi de sa performance sur le long terme. Mais par contre, ça, c'est beaucoup plus difficile de venir le rechercher dans les rapports de Garmin Connect, voire impossible s'il y a certains métriques qui sont possibles d'aller chercher dans les rapports. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des métriques comme celles dont on vient de parler. Alors, j'ai deux petits commentaires, juste pour te taquiner un peu, mais tu me fatigues, parce que tu trouves toujours des métriques différents des métriques habituelles que l'on utilise. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser l'allure en course à pied et pourquoi aller chercher la puissance ou la fréquence, non, mais pour être plus sérieux, on l'a déjà abordé à plusieurs reprises dans ce podcast. Tu as fait une superbe série de vidéos sur l'utilisation de la puissance en course à pied, pourquoi l'utiliser, comment le paramétrer, etc. Et on renvoie tous nos auditeurs et auditrices vers cette série de vidéos qu'on trouvera sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Je vends mieux que toi ta propre chaîne. Mais plus sérieusement, je trouve que c'est assez intéressant et j'avais une petite remarque. Je me suis rendu compte en utilisant l'outil IFTTT, donc If This Then That, je ne sais pas si tu connais, qu'il est possible avec Garmin notamment, ou Strava, d'avoir des extractions automatiques à chaque fois que tu enregistres une session qui vont venir s'incrémenter dans un Google Sheet. Est-ce que ces métriques-là, à ta connaissance, peuvent aussi se paramétrer pour être incrémentées dans une Google Sheet, ce qui te permettrait, en dehors des plateformes habituelles, de suivre cette évolution de ces métriques, ou c'est peine perdue ? Alors, premièrement, moi, je dirais qu'il faut être méfiant avec la plateforme Strava pour faire son analyse de performance et son suivi de performance. Parce que Strava, c'est un outil qui est très bien pour faire du réseau social au niveau sportif, de pouvoir voir qui fait quoi à quel moment, et puis éventuellement analyser une sortie. Le problème de Strava, c'est que leurs algorithmes recalculent une grande partie des données de tes activités. Et pour moi, c'est pas forcément un gain. Strava pense que leurs algorithmes sont mieux que tout le monde, qu'ils savent mieux que n'importe qui comment calculer un dénivelé de parcours cycliste ou de course à pied. Je partage pas forcément à 100% cet avis. Et quand tu as un dénivelé de 1950 mètres mesuré avec ta montre qui est équipée d'un baromètre, et puis que tout à coup tu l'envoies sur Strava et puis qu'il t'en a sucré 220 parce qu'il a décidé d'un commun accord avec lui-même que tu en avais fait 220 de moins, ça me laisse un tout petit peu dubitatif. Un peu la même chose avec le nombre de kilomètres parfois qui est un tout petit peu renié sans qu'on ait vraiment l'explication de pourquoi ces kilomètres ont été supprimés. Oui. Donc, ou même le temps de course, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans Strava, si tu définis que c'est un entraînement ou une sortie longue ou une compétition, il ne va pas te mettre forcément le même nombre de kilomètres et il va te considérer, ou le même temps d'exercice, il va te considérer que tu as fait des pauses et donc il va les éluder. Enfin, ce genre d'informations qui effectivement remettent un peu en cause les métriques que te donne Strava.
Voilà. Alors, il y a certaines de ces modifications ou de ces ajustements de données qui sont nécessaires pour l'équité dans la compétition dans les segments. Donc ça, je ne le remets pas en cause. Après, Strava a probablement aussi ses propres raisons de faire des normalisations, entre guillemets, de données, de distance, d'altitude, etc. Mais par rapport à ma base d'analyse de performance, je préfère travailler avec les données brutes de ma montre et donc du coup les données que réellement elle a enregistrées par rapport aux données qui ont été recalculées 3 fois par Strava. Donc voilà, c'est pour ça que des données qui passent à travers Strava pour ensuite partir dans IFTTT puis ensuite être processées ailleurs, je suis pas forcément super fan. Et le problème, alors je suis un grand utilisateur de IFTTT pour un tas d'autres choses, hein. Pour la veille technologique du site nakan.ch, il va automatiquement m'envoyer des notifications quand il y a des tweets avec des mots-clés ou alors quand il y a des pages web de mise à jour de firmware qui ont changé ou alors des trucs comme ça. Et ça, je trouve que c'est super appréciable. Le problème de IFTTT, c'est que il y a peu de plateformes, hormis Strava d'ailleurs, qui s'intègrent correctement dedans, et tu ne peux pas intégrer, par exemple, directement Polarflow et d'aller chercher tes données pour les processer dans un autre fichier. Et ça, c'est un tout petit peu dommage, je trouve, parce que ça offre une flexibilité et puis des possibilités d'utilisation de ces données qui sont vraiment très grandes. Mais c'est vrai qu'à part Strava, il n'y a pas grande plateformes qui sont supportées là-dedans. Bah, en même temps, ça peut se comprendre. Tu l'as dit, on l'a déjà dit à maintes reprises, le business model de ces sociétés-là, en dehors de vendre du hardware comme des montres ou comme des capteurs ou autres, c'est aussi la donnée de ses utilisateurs. Et donc, forcément, un Polar ne va pas forcément ouvrir ses données à un service tiers comme IFTTT ou comme d'autres. Déjà qu'il les ouvre pour Strava, ce qui est un peu exceptionnel. Et par contre, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu préfères travailler sur les données brutes de ta montre. Ça fait 43 épisodes maintenant que tu nous dis qu'il n'y a que Garmin qui est plus ou moins ouvert à l'utilisation des données, enfin, ou du moins à l'analyse des données directement dans la montre. Comment est-ce qu'on peut faire pour analyser les données issues directement des montres comme Polar, TomTom, Suunto, Coros ou autres, s'il n'y a que Garmin qui te permet d'accéder directement à tes fichiers de données ? Alors, moi, quand je dis avec les données brutes de ma montre, c'est simplement les données qui sortent de la plateforme que je vais utiliser. Ces temps, je cours avec une montre Coros. Je vais exporter mes fichiers FIT depuis l'application de Coros. Pour moi, là-dedans, c'est la donnée telle qu'elle est sortie de la montre. Et Coros, dans sa plateforme, ne va pas faire de modification à outrance des données par rapport à ce qui a été enregistré par les capteurs de la montre. Parce que si Coros fait une montre avec un capteur GPS et puis un altimètre barométrique qui sont précis, en tout cas d'après Coros sont précis. Enfin, qui sont censés être précis. Voilà, mais en tout cas, Coros a confiance là-dedans, puisque c'est eux qui le fabriquent et c'est eux qui le vendent. Donc, quand ils vont extraire les données de la montre, ils vont pas les surcorriger dans leur plateforme. Et en général, j'arrive à me faire une bonne idée de la précision d'un enregistrement GPS ou d'altimètre, parce que j'ai quand même... comme n'importe quel être humain, quand je vais partir courir et que je cours à plat et quand j'arrive chez moi, si la montre me dit t'as fait 2403 mètres de dénivelé positif, je me dis là il y a un bug, j'ai couru facilement. Et au contraire, si je vais faire un gros trail dans les montagnes derrière chez moi puis que je rentre complètement épuisé après 40 bornes puis qu'elle me dit t'as fait 265 mètres de dénivelé positif, je vais dire là aussi il y a un souci. Donc voilà, je ne veux pas dire que s'il y a une erreur de 5%, je vais la détecter, mais s'il y a une grosse erreur dans les données, je vais la voir. Que ce soit en distance ou que ce soit en dénivelé. Mais tout ça pour dire que l'analyse de mes données de la montre, eh bien, je les utilise telles qu'elles sortent de la plateforme en question. Je ne vais pas les mettre dans un outil comme Strava qui va me reprocesser 3 fois les données pour les utiliser pour mon analyse d'entraînement. Ok, donc là, on a bien parlé un petit peu de... quelle va être la source de nos données qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant, si on parlait un petit peu plus des données, tu nous as donné quelques pistes tout à l'heure. Données, oui, bien sûr. Donnez-moi. Donc, tu nous as avancé quelques pistes, notamment la fréquence de course à pied ou peut-être la fréquence de nage, si on parle de la natation. Tu nous as parlé aussi peut-être de l'altitude, de la vitesse, de la distance. Est-ce qu'il y a d'autres métriques que tu vas utiliser et que tu vas pouvoir analyser qui vont te donner des informations pour évaluer ta progression au long terme ?
Alors, j'en parle en détail pour la course à pied dans ma série d'épisodes sur la puissance. Mais si on prend les 3 disciplines du triathlon, les métriques que je vais utiliser, c'est en course à pied, la puissance de course à pied. T'aurais pu commencer par la natation quand même. Triathlon, natation, vélo, course à pied, excuse-moi. Commençons avec la course à pied. En course à pied, je vais utiliser en premier la puissance, parce que la puissance, c'est un outil qui est assez génial à comparer entre les séances. C'est-à-dire que si j'ai fait une séance avec beaucoup de dénivelé, et puis une autre complètement à plat, et puis dans des conditions différentes, la puissance va être quelque chose que je vais quand même facilement pouvoir comparer d'une séance à l'autre. Ensuite, je vais regarder l'oscillation verticale par rapport à la longueur de mes pas. Donc là, j'aurai un ratio de déplacement vertical par rapport au déplacement horizontal. Et ça, c'est un indice assez intéressant d'efficacité de course à pied. C'est-à-dire que moins tu mets d'énergie à te déplacer horizontalement, plus tu mets d'énergie à te déplacer verticalement et efficacement. Voilà, exactement. Donc, si tu réduis l'oscillation verticale et puis que tu mets plus d'énergie pour avancer, ben, tu es plus efficace. C'est voilà, un indicateur assez efficace. Sur cette donnée-là, sur cet indicateur-là, tu le retrouves facilement en sortie de plateforme ou il faut bidouiller un peu ? Alors, si je prends les rapports de Garmin Connect que j'ai sous les yeux, je peux avoir ces données d'oscillation verticale sur 7 jours, 4 semaines, 6 mois ou 1 an en fonction de comment j'enregistre mes données. Et puis, je peux avoir le rapport vertical. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est que je ne vais pas pouvoir filtrer mes activités. C'est ce que je trouve dommage. J'aimerais pouvoir filtrer mes activités par rapport à un dénivelé, par exemple. Si je fais une sortie trail, en mesurant ces données et puis une sortie où je vais faire des intervalles sur piste, forcément que ça va largement changer la séance dans laquelle je vais faire mon rapport. Et le problème du rapport dans Garmin Connect, parce qu'on parle de cette plateforme en ce moment, c'est que je peux justement pas filtrer ces données à ce moment-là. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc ça m'oblige, si je veux faire un suivi à long terme, eh bien, de tenir un carnet d'entraînement où je mets ces données spécifiquement pour quelques séances. Et mais je me souviens de certains épisodes que nous avons enregistrés, notamment avec notre grand consultant suprême, le doc Denis Boucher, qui nous disait de tout noter. Donc voilà, on tient notre carnet d'entraînement. Alors, moi j'ai enregistré l'information suivante, noter tout ce qui est utile de noter. Et pour moi, ce qui est utile de noter, c'est par exemple le feeling que j'ai, la forme dans laquelle je suis, est-ce que je me sens bien, parce que tous ces mécanismes et ces données de feeling que j'ai par rapport à mon état avant d'aller courir, ils ne seront pas consignés dans aucune plateforme digitale, que ce soit la plateforme de Garmin Connect, de Training Peaks, de Polarflow ou d'autres. Parce que c'est mon ressenti, la montre ne peut pas le deviner. Par contre, j'ai l'impression de faire du travail à double dès que je saisis des données manuellement qui pourraient être extraites automatiquement d'un outil. Et c'est frustrant quand tu sais que ces données, elles sont là, mais qu'on ne te donne pas les moyens d'y accéder en fait. Oui, je te l'accorde. Donc, voilà, pour revenir déjà à la discussion initiale, en course à pied, les métriques que j'aime bien, c'est la puissance. C'est de faire de temps en temps des tests standardisés, soit des tests de demi-Cooper par exemple, qui donnent une bonne indication sur ton allure, ou alors sur un test de FTP de course à pied qui permet aussi de voir, d'extrapoler déjà ta VMA et puis aussi d'avoir ta puissance critique en course à pied. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont assez intéressants à faire régulièrement. Donc moi, ce que je fais concrètement, c'est que je modifie le nom de mes activités, ou je leur mets des tags en fonction de la plateforme pour pouvoir les retrouver facilement. Donc si je fais un test de course à pied, un test de FTP de course à pied avec une montre Garmin, Polar, Suunto ou Coros, eh bien je vais soit enregistrer mon fichier dans Training Peaks parce que c'est ma plateforme référence entre guillemets que j'utilise, et puis je vais mettre un tag sur cet entraînement avec le terme RFTPW, donc running FTP power à la fin, et puis comme ça je sais que je recherche ce terme dans ma plateforme et que je vais revoir tous mes tests standardisés de course à pied qui auront été faits avec le même protocole au fil du temps, et donc là je vais pouvoir très facilement faire mon analyse de données.
Donc en course à pied, c'est comme ça que je procède. À vélo, c'est à peu près pareil, parce qu'à vélo, c'est la puissance aussi que je vais utiliser, mes tests FTP aussi que je vais utiliser comme référentiel, parce qu'une sortie de montagne avec du vent de face et puis une sortie de plaine avec du vent dans le dos, c'est pas la peine de comparer des données comme la vitesse ou la cadence. Voilà. Il n'y a vraiment que des tests standardisés à travers le temps. Ça peut être soit un test de FTP qu'on réalise dans les mêmes conditions, ou alors un parcours test qu'on a à côté de chez soi, d'une distance qui permet de faire un bon contre-la-montre individuel, entre 20 et 40 km, je pense que c'est une bonne distance, et puis de se tester là-dessus en y allant le plus fort possible, en faisant quand même attention à ne pas se casser la figure, en respectant les règles de circulation, mais voilà, en mettant beaucoup d'intensité là-dedans, on arrive à se faire un référentiel à vélo. Et en natation, bah, évidemment, il y a les tests de 100 mètres, 400 mètres, 1000 mètres. En fonction de la distance qu'on vise, on peut faire des tests régulièrement. En piscine, en tout cas, c'est facile. En eau libre, c'est un tout petit peu plus compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir un spot en eau libre qui a des gros piliers en béton avec des intervalles assez régulières qui délimitent en fait le pourtour de la piscine qui a accès au lac, et puis la partie où on va nager en eau libre depuis la plage publique du lac. Et en fait, ces poteaux en béton, ils bougent pas d'année en année. Et donc, du coup, ça me donne des référentiels et je peux dire, je pars du 3e jusqu'au 8e et j'y vais à bloc, et ça me fait un référentiel aussi en eau libre. Parce qu'en eau libre, c'est plus difficile de faire un 400 mètres chrono qu'en piscine. Ça, à cause des conditions de l'eau, et puis parce qu'il faut sortir la tête pour garder le cap. La piscine, il suffit de regarder la ligne au fond, puis si elle est toujours droit devant, bah c'est bon. En eau libre, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc voilà, ça me permet de faire mes référentiels. Et puis je le disais, le Zvolf, c'est un indicateur qui n'est pas de la performance pure, mais qui me donne un indice d'efficacité. Et là, ce serait intéressant que Garmin Connect ou d'autres plateformes donnent la possibilité de dire, lorsque vous avez des intervalles de 400 mètres qui ont été faits entre tant de temps et tant de temps, eh bien, je regarde l'évolution du Zvolf sur 6 mois. Et pas juste de donner la moyenne de Zvolf de toutes mes sessions de natation sur 6 mois, parce que ça, c'est un peu difficile à analyser, parce que je peux avoir fait un jour une séance de 12 fois 100 mètres, et puis ensuite un 400 mètres, et puis un jour 3 fois 800 mètres, et forcément, ça change un petit peu la manière dont on va nager, et donc l'évolution du Zvolf. Bah oui, bien sûr. Enfin, autant... quand tu nous expliquais un petit peu ces mesures, je me disais finalement, il n'y a qu'en natation que c'est assez simple de prendre une métrique parce que en natation, normalement, on ne dépend pas des éléments extérieurs, mais en revanche, on n'est pas censé avoir du dénivelé en natation, ou alors ça me paraît un peu compliqué. On n'est pas censé non plus avoir du vent dans le dos ou du vent de face, quoique en eau libre, on peut, et on peut aussi avoir des vagues. D'un autre côté... le type de séance que l'on va observer va nous donner des variantes sur le Zvolf. Tu l'as dit, si on fait une séance de 5000 mètres à base de séries de 50 mètres, ou si on fait la même séance de 5000 mètres mais à base de séries de 800, forcément, on n'aura pas du tout la même efficacité. Donc, je pense qu'effectivement, pour voir l'évolution de ces métriques, tu l'as dit, la seule solution que l'on a, ça va être de se fixer des moments où on va faire ces fameux tests sur ces métriques, et puis de se les taguer, de se les référencer. Alors toi, tu les tags dans TrainingPeaks. On pourrait aussi suivre un fichier Excel dans lequel à chaque fois qu'on fait ce type de séance, on se note uniquement ces séances-là et on ressort les métriques à ce moment-là. Donc on fait un peu le double travail d'aller dans la plateforme, noter la métrique pour pouvoir y revenir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans après. Une petite remarque, tu disais que tu ne prenais pas les données de Strava parce que tu veux pas qu'elles soient reprocessées à plusieurs reprises, ce qui se comprend tout à fait, et donc tu prends directement les données qui sortent de la plateforme. Tu nous as dit aussi à plusieurs reprises que toi, ta plateforme de prédilection, c'est TrainingPeaks, parce que comme ta passion, ta raison de vivre sportive en dehors des compétitions, c'est aussi de tester du matériel. Et donc, tester du matériel implique que tu testes plusieurs modèles, plusieurs marques. Et donc, tu n'as pas une continuité sur une plateforme, mais sur plusieurs. Est-ce que TrainingPeaks, à l'instar de Strava, reprocesse les données, ou il prend vraiment les données brutes? À la limite, tu pourrais tout sortir de TrainingPeaks. Non, alors TrainingPeaks, il prend le fichier tel qu'il vient. C'est-à-dire que si ma montre Coros
me dit tu as couru 17 km,64 aujourd'hui, quand je vais l'uploader dans Training Peaks, j'aurai 17 km,64. Donc les données brutes, elle ne va pas les reprocesser. Ce qui peut changer dans Training Peaks par rapport à une plateforme tierce, c'est le calcul de stress lié à l'entraînement. Parce que là, Training Peaks utilise ses propres métriques, et notamment lorsqu'on parle de puissance de course à pied ou de cyclisme, quand on upload un fichier dans Training Peaks avec des données de puissance, lui va calculer ce qu'on appelle le TSS, donc le Training Stress Score. Et ça, c'est basé sur la puissance critique Training Peaks a une manière de calculer le Training Stress Score qui lui est propre. Donc c'est une donnée qui est standardisée de Training Peaks et qui distribue sous licence à d'autres fabricants. Donc tant que c'est la donnée Training Peaks de stress, normalement c'est le même calcul. Mais par exemple, si on prend la plateforme Stride pour la course à pied, eux ils utilisent une métrique qui s'appelle le Running Stress Score. On pourrait se dire, bah tiens, c'est la même chose, mais en fait c'est pas le même algorithme derrière. Donc une séance de course à pied, la même, qui est issue de la même montre, du même fichier source, je l'upload dans mon Stride Power Center, qui est l'analyse de la plateforme d'analyse de Stride. Je mets le même fichier dans Training Peaks, et bien mes données de charge d'entraînement ne seront pas du tout les mêmes l'une de l'autre au niveau des chiffres. Par contre, si on regarde la courbe d'accumulation de fatigue et de récupération, etc., elles vont correspondre à peu près au niveau du schéma. Mais par contre, les valeurs elles-mêmes ne seront pas les mêmes parce que chacun a sa petite science derrière sa valeur et puis calcule différemment. Donc l'essentiel, et ça c'est vraiment la première chose qui est importante, c'est de choisir une plateforme d'analyse et puis de rester dedans. C'est pas de faire un jour une analyse d'une sortie de course à pied, enfin de puissance en course à pied dans Stride, et puis le lendemain dans Training Peaks, parce que là on va commencer à avoir des valeurs qui vont plus correspondre et puis on va plus comprendre de quoi on parle. Donc voilà, premier conseil, prenez une plateforme d'analyse pour vos entraînements et puis gardez celle-là. Ça peut être Garmin Connect si vous avez une montre Garmin puis que vous loguez tous vos entraînements dans Garmin Connect. Moi, par précaution et parce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps une petite déconnexion des services de Garmin sur 3-4 jours, ma recommandation ce serait créer un compte Training Peaks gratuit, la version de base est gratuite, vous pouvez lier votre compte Garmin Connect ou Polar ou n'importe quoi vers Training Peaks, quasiment toutes les montres supportent l'export vers Training Peaks, et puis envoyez vos séances d'entraînement là-dedans. Vous pouvez l'oublier pendant 3 ans, ce Training Peaks, mais au moins il va collecter les données d'entraînement que vous faites jour après jour. Et puis si un jour, tout d'un coup, Garmin Connect ferme votre compte parce qu'ils ont décidé unilatéralement que vous aviez violé les conditions d'utilisation générale du compte en donnant le mot de passe à votre coach et puis qu'il s'est connecté depuis son ordinateur et que ça n'a pas plu à Garmin, ça peut arriver. On a vu des comptes chez Google, par exemple, qui ont été fermés pour des violations des conditions d'utilisation qui semblaient complètement anecdotiques. Et tout d'un coup, les gens ont perdu l'historique de leur messagerie Gmail du jour au lendemain parce que Google avait fermé le compte. Et donc, du coup, ça peut arriver. Et si vous aviez configuré votre compte Training Peaks pour recevoir toutes vos séances d'entraînement avant, vous serez content de pouvoir les récupérer à ce niveau-là. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai linké mon Polar et mon Garmin sur Training Peaks. Donc effectivement, ça fait quelques années que je l'ai oublié, mais si j'y retourne, je dois avoir mes entraînements qui sont transmis automatiquement. Ok, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour là du sujet des données, des métriques à utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder, d'autres points d'attention aussi, ou d'autres métriques, d'autres données qui te semblent importantes à utiliser, à analyser ? Non, c'est vrai qu'on a parlé d'un petit peu de sujets et d'autres et on est passé de l'un à l'autre dans cet épisode. Moi, ce que j'aimerais surtout faire passer comme message, c'est que pour mesurer sa progression dans les disciplines sportives, c'est vraiment important d'établir des standards de mesure. C'est important de bien comprendre parce que j'ai eu pas mal de questions après avoir publié une vidéo sur le Zvolf sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. J'ai eu pas mal de questions par rapport à l'utilisation de cette métrique et c'est vrai qu'il y a pas mal de nageurs qui prennent le Zvolf moyen de toutes leurs séances de natation et puis qui vont la comparer au Zvolf de la séance suivante et ainsi de suite. Mais faut être précautionneux avec la comparaison de données brutes comme celle-là parce qu'on l'a dit, dans un bassin de 50 mètres ou un bassin de 25 mètres, le Zvolf il change tout simplement parce que déjà le Zvolf, on l'a vu, est
basé sur la longueur. Donc le Zvolf d'un 25 mètres va être normalement la moitié de celui d'un 50, vu qu'on va faire 2 fois moins de mouvement parce que la distance est 2 fois moins longue. Mais pour autant, tu ne peux pas diviser ton Zvolf de 50 mètres par 2 pour obtenir le Zvolf d'un 25, puisque tu as une poussée supplémentaire, et donc tu vas gagner 5 mètres minimum de glisse lors de ton 2 fois 25 par rapport à ton 1 fois 50. Donc voilà, c'est tous des petits détails, mais auxquels il faut bien penser. Comme tu peux pas additionner 2 temps le dernier semi-marathon que tu as fait, le multiplier par 2 pour avoir ton temps potentiel sur marathon. Bah non, c'est le meilleur moyen d'aller directement dans le fameux mur du marathon, d'essayer de tenir l'allure que tu tiens sur un semi-marathon et puis de la tenir 2 fois plus longtemps. C'est clair. Voilà. Donc effectivement, c'est de faire attention aux données qu'on compare, et pour suivre son amélioration ou sa progression dans un sport, l'idéal, c'est de standardiser une sortie, un parcours vélo qu'on va faire, comme on l'a dit, dans des conditions qui sont proches. Alors bien évidemment, quand on va le faire au mois de mars et au mois de juillet, la température ne sera pas la même, mais d'un autre côté, le froid du mois de mars rend l'air plus dense, donc c'est plus difficile de faire la pénétration dans l'air que de l'air très chaud du mois de juillet, mais par contre... Enfin voilà, les conditions ne seront pas les mêmes, mais au moins le parcours il sera identique, et puis on pourra comparer les performances. Parce que si je vais faire un brevet dans les Alpes avec 6000 mètres de dénivelé positif, et puis que je compare ça à la traversée de la Suisse par la plaine avec 300 km de plat, je ne vais pas pouvoir comparer grand-chose. Et pareil pour la course à pied, si je compare un trail avec un 10 km sur route, même si la puissance me permet normalement de normaliser un petit peu la comparaison, ça va quand même pas m'amener à grand chose. Non, je pense pas, non. Mais finalement, la conclusion de cet épisode, comme la conclusion de beaucoup d'épisodes, et je dirais c'est un peu le maître mot de notre podcast, c'est le bon sens en fait. C'est finalement faire preuve d'un petit peu de bon sens. On ne peut pas comparer 2 séances qui sont complètement différentes, comme il nous viendrait certainement pas à l'idée de comparer une séance de course à pied avec une séance de vélo, ou une séance de golf avec une séance de badminton. Donc au sein d'un même sport, au sein d'une même activité, ne comparons que des activités qui sont similaires, et donc comme tu l'as dit, prenons des bonnes habitudes, fixons des séances de base, enfin des séances qui vont nous servir de modèle pour comparer au fur et à mesure du temps notre progression, notre évolution. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est dommage que les fabricants de montres, Garmin en tête, lors de chaque modèle qu'ils vont sortir, ils vont ajouter des métriques supplémentaires. Garmin, ils sont très friands de ça. Ils vont te rajouter des trucs complètement improbables, la fréquence respiratoire lors d'un entraînement de cyclisme. Voilà, c'est les dernières métriques qu'ils ont rajoutées, mais il y a des millions d'exemples comme ceux-là. Et quand tu fais une sortie de course à pied avec tous les capteurs possibles couplables à une Garmin, et puis regarde la quantité de métriques que tu vas obtenir dans ton récapitulatif d'entraînement. Alors Garmin, ils sont très forts pour les fournir comme ça, brutes de fonderie. Ils vont te les donner et te les jeter à la figure après ta sortie de course à pied. Mais par contre, ils ne te donnent pas les outils qui permettent de vraiment les exploiter pour t'améliorer. C'est vraiment ce que je trouve dommage, et c'est le cas d'une grande partie des plateformes et des marques de montres actuelles. C'est que ils fournissent des données, mais ils finissent pas le boulot, tu vois ce que je veux dire, c'est que... Mais oui, mais on en a déjà parlé, parce que leur business model, c'est la donnée. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est que tu utilises leurs propres algorithmes, que tu utilises leur algorithme de calcul du stress, leur algorithme de progression, leur algorithme de fatigue, et pas que tu utilises ces données-là et que tu les remettes toi dans ta propre moulinette pour te faire ta propre idée. Non, il faut que tu utilises les données de Garmin, de Polar, de Suunto ou autre. Oui, mais ils nous donnent même pas les moyens de les utiliser correctement, ces données, pour l'instant. C'est ce que je trouve un tout petit peu dommage. Et voilà. C'est pour ça que je trouve l'intégration de la puissance en course à pied intéressante. Et c'est pour ça que j'ai fait cette série, parce que ça, c'est une donnée qui nous permet assez facilement de voir notre progression en course à pied avec les outils qui sont fournis par Stride, ou alors en passant par le Training Peaks dont on a parlé dans cet épisode. Et voilà, c'est ce que je trouve assez utile dans cette mesure. Alors, elle ne va pas forcément faire vendre énormément de montres parce qu'il n'y a pas énormément de coureurs à pied pour l'instant qui s'intéressent à la puissance en course à pied, donc c'est pas un message qui est très porteur marketing, mais pour autant je pense que c'est des métriques qui sont beaucoup plus utiles à utiliser pour un coureur à pied que la fréquence respiratoire sur une séance d'entraînement, quoi.
Bon, Greg, ce que je te propose, c'est de mettre un terme à notre épisode d'aujourd'hui parce que je pense qu'on a bien éludé tout le sujet. Mais par contre, comme tu es vraiment très fort pour faire des conclusions, je te laisse conclure sur cet épisode. Quels sont les enseignements que tu as tirés de notre discussion et puis surtout, quels sont les bons conseils que tu peux à nouveau redonner à nos auditeurs en quelques mots, en quelques phrases. Bon, les principaux conseils, je crois que je les ai déjà donnés, hein, c'est comparer ce qui est comparable et puis utiliser des métriques qui sont pertinentes pour faire vos comparaisons et puis le suivi de votre progression. Et puis, c'est d'oublier toutes ces métriques sur les séances pour lesquelles elles n'ont pas d'importance. Donc, on a parlé de demi-Cooper en course à pied, de parcours test ou de test FTP à vélo, et puis de séances de sessions de 400 mètres, par exemple, test en natation. Faites celle-là en mesurant toutes les métriques que vous voulez comparer avec le long terme. Mais quand vous faites d'autres entraînements au cours de votre saison et de votre entraînement sportif, c'est de se concentrer juste sur l'essentiel et d'oublier un petit peu les métriques qui sont parfois parasites là autour. Alors sur ces métriques essentielles, tu l'as dit, en course à pied, ça va être la puissance. En vélo aussi, ça va être la puissance. En natation, ça va être le SVOLF. En natation, ça va être le SVOLF ou alors le temps en lui-même. Parce que finalement, le vainqueur d'une course de natation ou le mec qui va sortir le premier de l'eau d'un triathlon, c'est pas le mec qui a le meilleur SVOLF, c'est le mec qui va arriver le plus vite à la sortie de l'eau. Et donc au final, le SVOLF, c'est bien pour progresser, mais le jour de la compétition, ce qui compte, c'est d'aller vite. Donc la vitesse pour faire son 400 mètres test est aussi un élément très important. Ouais. Et ça, c'est vrai en course à pied aussi. Hein. Quand on fait un demi-Cooper, le truc, c'est pas d'avoir le meilleur rapport puissance, performance, efficacité. Le but, c'est de faire dans son demi-Cooper la plus grande distance possible. Parce que celui qui gagne le marathon à la fin, c'est pas celui qui a la meilleure efficacité de course à pied et puis le moins d'oscillation verticale. Le mec qui gagne, c'est celui qui arrive le plus vite à la fin, quoi. Oui, bien sûr. Bon, je pense que ça pourra faire l'objet d'un prochain épisode. Rapidité versus efficacité. Parce qu'on sait très bien que l'efficacité, c'est bien pour progresser, c'est bien pour rajouter un cran supplémentaire, peut-être pour gagner en rapidité, mais comme tu l'as dit, les sportifs les plus efficaces ne sont pas forcément ceux qui gagnent. Non, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts et qui peuvent mettre beaucoup plus de puissance brute dans leur jour de compétition que d'autres, et donc ils peuvent se permettre d'être moins efficaces en étant plus rapides quand même. Donc voilà, la conclusion, c'est pendant vos entraînements, essayez d'être le plus efficace possible, et le jour de la compétition, soyez le plus rapide possible. Écoute, je trouve que c'est une très belle conclusion. Moi, je rajouterais une dernière, qui est celle que l'on fait tous les jours, à chaque podcast que l'on fait, à chaque épisode que l'on enregistre. C'est que pour nous faire connaître, la meilleure solution, c'est d'aller sur Apple Podcast, de nous laisser un commentaire, une note, si possible 5 étoiles. Et d'ailleurs, quand je regarde la moyenne des reviews qu'on a reçues, on est aujourd'hui à 50 reviews pile poil. Alors tu sais, moi j'aime bien les chiffres ronds, donc ça me va très bien. Par contre, au niveau de la moyenne, on est à 4,98 sur 5. Donc là, c'est un petit peu moins rond. Donc il va falloir que vous soyez très 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 nombreux à venir nous laisser encore plus de reviews pour augmenter ce score. Et d'ailleurs, je voulais rendre un petit hommage à SixClick qui nous a laissé le dernier commentaire le 19 août dernier en disant: toujours pertinent et motivant. Je pense qu'une grande partie de ma motivation vient d'ici. Quel plaisir d'entendre des Suisses, entre parenthèses, désolé Hermano, dans un podcast d'une telle qualité. Merci SixClick, qui est John Robert sur Twitter. Et puis si vous voulez vous aussi que l'on vous cite dans nos épisodes, n'hésitez pas à faire la même chose. Greg, je te remercie pour ce superbe épisode où j'ai encore appris beaucoup de choses. Ah oui, je suis un peu le cancre de l'équipe. C'est toi qui travailles, c'est toi qui me donnes les infos et c'est moi qui progresse grâce à tes bonnes informations. Et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs font pareil. Je te remercie encore une fois et puis je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un invité cette fois-ci. Oui, on va trouver un invité qui va nous parler d'une nouvelle thématique. Et puis, écoute, Hermano, je vais te dire au revoir en te disant que, en tant que Suisse, j'ai envie de te dire que notre moyenne, elle est de 4,98. Ah oui, 4,98, c'est vrai. Voilà. Je te remercie pour la correction. Non, c'est rien. C'est pour ça que je préfère les chiffres ronds, on évite de se prendre la tête. C'était pour la boutade. Oui, avec plaisir dans 2 semaines, Hermano. Toi, tu vas profiter de partir un petit peu en vacances, te changer les idées. Puis moi, je vais essayer de nous trouver des invités pour nos prochains épisodes. C'est parfait, ça me va très bien. Très bien. Alors, à dans 2 semaines. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao.